La Marine royale canadienne protège le plus long littoral du monde et elle ne le fait pas avec des bateaux de pêche. Elle le fait avec des frégates de haute technologie, d'énormes navires de patrouille et des sous-marins mortels, mais lequel de ces vaisseaux fait vraiment la différence? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les plus puissants de la Marine royale canadienne. Numéro 10. Nous commençons ce compte à rebours avec le HMCS Cougar. Maintenant, ne vous laissez pas tromper par le nom en pensant qu'il s'agit d'une voiture de sport pour crise de la quarantaine. Il s'agit en fait d'un patrouilleur de classe Orca qui sert de terrain d'entraînement pour la prochaine génération d'officiers. Imaginez-le comme la salle de classe ultime, mais au lieu de bureau, vous avez l'océan ouvert et une coque en acier. Le HMCS Cougar a été construit pour remplacer les anciens navires Yak 300 et c'était une amélioration massive. Nous parlons d'un navire qui fait 33 mètres de long. Pour mettre cela en perspective, c'est plus long qu'un terrain de basket. Il déplace environ 210 tonnes. Bien qu'il s'agisse principalement d'un navire d'entraînement, il peut quand même accélérer quand il le faut, atteignant des vitesses de 20 nœuds, ce qui se traduit par environ 37 km/h. Il est propulsé par deux gros moteurs diesel qui lui donnent une autonomie de 1200 km à vitesse de croisière. Ce n'est pas le navire le plus lourdement armé de cette liste, ne transportant généralement que quelques mitrailleuses, mais sa puissance réside dans son objectif. Sans navire comme le Cougar, il n'y aurait personne d'assez qualifié pour commander les poids lourds que nous verrons plus tard dans cette vidéo. C'est la fondation de la flotte, patrouillant le littoral accidenté de la Colombie-Britannique et garantissant que les marins canadiens sont les meilleurs des meilleurs. Numéro 9. En parlant de noms d'animaux qui sonnent agressivement canadiens, nous avons ensuite le HMCS Moose PCT-62. Je sais ce que vous pensez. S'appelle-t-il vraiment Moose? Oui, et c'est glorieux. Tout comme le Cougar dont nous venons de parler, le Moose est un navire de classe Orca, mais je veux approfondir un peu ce qui fait tourner ces patrouilleurs parce qu'ils sont les héros méconnus de la défense côtière. Alors que le Cougar se concentre principalement sur la formation, le Moose PCT-62 se retrouve souvent impliqué dans des opérations de recherche et de sauvetage et de surveillance. Imaginez essayer de trouver un bateau disparu dans les eaux glaciales du nord-ouest du Pacifique. Vous avez besoin d'un navire dur comme le Rock, et le Moose est exactement cela. Il a été construit par les chantiers navals Victoria et mis en service en 2006. La coque est faite d'acier à haute résistance, conçue pour résister aux vagues battantes du Pacifique. Il transporte un équipage de 20 personnes, ce qui comprend 4 membres d'équipage réguliers et 6 stagiaires. C'est serré, mais ça crée de la camaraderie, non? Ou peut être juste de la claustrophobie. En termes d'ingénierie, il utilise un système de propulsion à 2 hélices. Cela lui confère une excellente maniabilité, ce qui est crucial lors de la navigation dans les fjords étroits et les criques de la côte canadienne. Il est également équipé de systèmes radar et de navigation modernes qui lui permettent de fonctionner dans un brouillard épais, ce qui, soyons honnêtes, est à peu près tous les jours dans cette partie du monde. Il n'a peut être pas de missiles attachés à chaque surface, mais ne sous-estimez pas l'utilité du Moose. Il agit comme les yeux et les oreilles de la flotte, repérant les ennuis avant qu'ils ne deviennent une crise. Si vous appréciez cette plongée profonde dans la puissance inattendue de la marine canadienne, assurez-vous d'écraser ce bouton « J'aime ». Ça aide vraiment l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de passionnés de marine comme vous. Numéro 8. Maintenant, nous allons monter d'une catégorie de poids, nous nous éloignons des navires d'entraînement et entrons dans les navires de défense côtière de classe Kingston, spécifiquement le HMCS Yellowknife. Si la classe Orca est l'éclaireur agile, le Yellowknife est le bagarreur qui garde la porte. Ce navire représente un saut significatif en capacité. Mis en service en 1998, le HMCS Yellowknife est conçu pour le renseignement, la surveillance, la reconnaissance et les contre-mesures anti-mines. Oui, des mines. Ces méchantes surprises sous-marines qui peuvent ruiner toute votre journée, le Yellowknife est équipé pour les traquer et les neutraliser. Il est nettement plus grand que les navires précédents, mesurant environ 55 mètres de longueur et déplaçant près de 1000 tonnes. C'est 5 fois le poids du Moose dont nous venons de parler. L'une des choses les plus cool à propos de ce navire est sa propulsion. Il utilise des propulseurs azimutaux Z-Drive. En français, simple, les hélices
peuvent pivoter à 360 degrés, ce qui signifie que ce navire peut pratiquement tourner sur place. Il est propulsé par des moteurs diesel électriques, le rendant étonnamment silencieux pour sa taille. En termes de vitesse, il navigue à environ 15 nœuds, soit 28 km/h, mais la vitesse n'est pas le point ici. L'endurance l'est. Il a une autonomie de 9000 km. C'est suffisant pour traverser l'océan Atlantique sans transpirer. Le Yellowknife a été déployé partout, des Caraïbes, pour combattre le trafic de drogue à l'Arctique, pour affirmer la souveraineté. C'est un cheval de trait qui prouve que vous n'avez pas besoin d'être un destroyer massif pour avoir un impact massif. Numéro 7. Suivant de près dans le sillage du Yellowknife, nous avons le HMCS Moncton. C'est un autre navire de classe Kingston, mais alors que le Yellowknife opère souvent dans le Pacifique, le HMCS Moncton défend l'Atlantique. Et laissez-moi vous dire, l'océan Atlantique est une bête complètement différente. Les vagues sont plus grandes, les tempêtes sont plus méchantes, et les menaces sont tout aussi réelles. Le HMCS Moncton partage les mêmes spécifications impressionnantes que le Yellowknife. 55 mètres de long, 1,000 tonnes de déplacement, mais son histoire opérationnelle lui donne une saveur unique. Le Moncton a été fortement impliqué dans l'opération Caribe. Il s'agit d'une campagne multinationale contre le trafic illicite. Nous parlons de traquer les trafiquants de drogue en haute mer. Vous connaissez ces films d'action où la garde côtière poursuit un rebord? Le Moncton fait ça dans la vraie vie. Il transporte un canot pneumatique à coque rigide qui peut être lancé à tout moment pour aborder des navires suspects. Il est armé d'un canon automatique de 40 mm. C'est un sérieux morceau de matériel qui peut déchirer des cibles non blindées comme du papier. Il transporte également 2 mitrailleuses lourdes pour la protection rapprochée, mais ce qui rend le Moncton vraiment puissant, c'est sa polyvalence. Il est conçu pour transporter des modules de mission. Cela signifie qu'ils peuvent échanger des conteneurs d'équipement sur le pont selon qu'ils chassent des mines, plongent ou poursuivent des méchants. C'est comme le couteau suisse de la Marine royale canadienne. Il est fiable, robuste et a saisi des tonnes de stupéfiants au fil des ans, gardant les rues sûres à des milliers de kilomètres de distance. Numéro 6. D'accord, laissons les navires de défense côtière derrière nous et regardons quelque chose de brillant, de nouveau et construit pour la glace. Voici le HMCS William Hall. C'est l'un des nouveaux patrouilleurs hauturiers de classe Harry de Wolf. Ce truc est une bête. Nous parlons d'un saut massif en taille et en capacité. Le HMCS William Hall fait 103 mètres de long et déplace pas moins de 6600 tonnes. C'est 6 fois plus lourd que le Moncton. Pourquoi si grand? Parce que ce navire est construit pour conquérir l'Arctique. Alors que les calottes glaciaires fondent, de nouvelles voies de navigation s'ouvrent dans le nord et le Canada doit protéger son arrière-cour. Le William Hall a une coque renforcée qui lui permet de briser la glace de première année de 120 cm d'épaisseur. La plupart des navires seraient écrasés comme une canette de soda dans ces conditions, mais pas celui-ci. Il porte le nom de William Hall, la première personne noire à recevoir la croix de Victoria. Donc vous savez que le navire a un héritage de bravoure à honorer. Il est équipé d'un canon BAE Systems de 25 mm, mais son vrai pouvoir est sa portée. Il a une autonomie de 12 600 km et peut rester en mer pendant 4 mois sans avoir besoin de faire le plein. Il a même un hangar et un pont d'envol assez grand pour transporter un hélicoptère CH-148 Cyclone. C'est un énorme multiplicateur de force permettant au navire de voir au-delà de l'horizon et de livrer des fournitures ou des troupes n'importe où. Ce navire représente l'avenir de la marine canadienne, affirmant la domination dans le Nord gelé, où peu d'autres marines osent aller. Numéro 5. En continuant avec la classe Harry de Wolf, nous avons le HMCS Frédéric Rolette. Si le William Hall est le bouclier du Nord, le Frédéric Rolette est l'épée. Ce navire porte le nom d'un héros naval canadien-français de la guerre de 1812 qui était connu comme le voltigeur des mers. Il était célèbre pour sa vitesse et son agressivité et ce navire incarne cet esprit. Comme son navire jumeau, il fait 103 mètres de long et est capable de naviguer dans la glace. Mais parlons de la technologie à bord. Le Frédéric Rolette est bourré de capteurs de pointe et d'équipements de surveillance.
Dans la guerre moderne, l'information est une munition. Ce navire peut suivre des cibles à des centaines de kilomètres de distance, se coordonnant avec des satellites et d'autres avions pour construire une image complète du champ de bataille. Il transporte également deux énormes bateaux de sauvetage de 8-5 mètres qui peuvent dépasser les 35 nœuds, soit 65 km/h. Ces bateaux permettent à l'équipage de mener des abordages ou des missions de sauvetage par mer agitée. Le navire dispose également d'une baie de véhicules qui peut contenir des camionnettes, des VTT et des motoneiges. Imaginez un navire de guerre qui peut déployer une escouade de soldats sur des motoneiges sur une banquise. C'est directement sorti d'un jeu vidéo, non? Le HMCS Frédéric Rolette est conçu pour opérer dans l'environnement le plus hostile de la Terre, l'hiver arctique, et y prospérer. Il ne s'agit pas seulement de combattre d'autres navires, il s'agit de combattre les éléments et de gagner. Il sécurise la souveraineté du Canada dans une région qui devient plus contestée chaque année. Si vous adorez ces énormes brise-glaces, commentez Arctic Power ci-dessous pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Numéro 4. Maintenant, nous arrivons au poids lourd, l'épine dorsale de la flotte, les frégates de classe Halifax, et nous commençons avec le HMCS St. John's. C'est un vrai navire de guerre dans tous les sens du terme. Alors que les navires précédents dont nous avons discuté sont pour la patrouille et la défense, le HMCS 100. Jones est construit pour le combat de haute intensité. Il a été mis en service en 1994, mais a subi des refontes massives pour rester mortel. Il mesure 134 mètres de longueur et déplace 4770 tonnes, mais ce qui le rend effrayant, ce sont ses dents. Ce navire est armé de 8 missiles surface-surface, Harpoon Block 2. Ces trucs peuvent raser l'eau et éliminer un navire ennemi à plus de 120 km de distance. Mais ce n'est pas tout. Il a également 6 missiles Evolved 6 Sparrow pour abattre les avions et missiles entrants. C'est comme une forteresse flottante. Le HMCS St. John's est spécialisé dans la guerre anti-sous-marine. Il a un sonar remorqué qu'il traîne derrière le navire pour écouter les sous-marins ennemis qui se cachent dans les profondeurs. S'il en trouve un, il a des torpilles Mark 46 prêtes à gâcher la journée de ce sous-marin. Le navire agit comme gardien pour les navires de ravitaillement et autres cibles de grande valeur. Il a vu l'action partout dans le monde, appliquant des sanctions et participant à des exercices de l'OTAN. Les systèmes radars ont été mis à niveau vers des radars de surveillance 3D, ce qui signifie qu'il peut suivre des centaines de cibles aériennes et de surface simultanément. Quand le HMCS St. John's se présente, tout le monde fait attention. Il prouve que vous n'avez pas besoin d'un porte-avions pour projeter de la puissance, vous avez juste besoin d'une frégate qui sait comment se battre. Numéro 3. De la côte Est, nous sautons vers la côte Ouest avec le HMCS Ottawa. C'est une autre frégate de classe Halifax, effectivement le jumeau pacifique du St. John's. Mais pourquoi inclure un autre navire de la même classe? Parce que le HMCS Ottawa a un profil opérationnel distinct qui en fait une puissance dans le théâtre du Pacifique. Avec les tensions croissantes dans le Pacifique, le rôle du HMCS Ottawa n'a jamais été aussi critique. Il transporte la même charge mortelle, missile Harpoon, missile 6 Sparrow et un canon Bofors de 57 mm sur la proue qui peut tirer 220 coups par minute. C'est beaucoup de plomb dans les airs. Mais l'Ottawa est aussi un maître de la guerre électronique. Il est équipé de leurres et de brouilleurs qui peuvent confondre les missiles entrants, rendant le navire fantôme sur le radar ennemi. Il transporte un hélicoptère CH-100 48 Cyclone qui étend considérablement sa portée anti-sous-marine. L'hélicoptère peut larguer des bouées sonores dans l'eau pour chasser les sous-marins à des centaines de kilomètres du navire. L'Ottawa est rapide aussi, propulsé par 2 moteurs à turbine à gaz, essentiellement des moteurs à réaction, qui lui permettent d'atteindre des vitesses de plus de 30 nœuds, soit 56 km/h. C'est incroyablement rapide pour un navire de cette taille. Cela permet à l'Ottawa de sprinter vers un point chaud ou de distancer une menace. Il s'entraîne régulièrement avec la marine des États-Unis et d'autres alliés, garantissant que le Pacifique reste libre et ouvert. Numéro 2. Nous plongeons profondément pour les 2 dernières entrées. Littéralement, nous parlons du service silencieux. Au numéro 2, nous avons le HMCS Corner Brook. C'est un sous-marin chasseur-tueur à longue portée de classe Victoria.
Les sous-marins sont l'arme furtive ultime. Vous pouvez avoir tout le radar du monde, mais il est difficile d'arrêter quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Le HMCS Corner Brook a été construit à l'origine pour la Royal Navy britannique sous le nom de HMS Ursula avant d'être acheté par le Canada. Il fait 70 mètres de long et déplace environ 2400 tonnes en plongée. C'est un sous-marin diesel électrique, ce qui lui donne en fait un avantage sur les sous-marins nucléaires dans certaines situations. Lorsqu'il fonctionne sur ses batteries électriques, il est incroyablement silencieux, presque muet. Il peut se faufiler dans les eaux côtières peu profondes où les gros sous-marins nucléaires ne peuvent pas aller. Le Corner Brook est armé de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm. Il tire la torpille lourde Mark 48. L'une de ces torpilles peut briser un destroyer en deux. Le navire a eu une histoire un peu difficile, y compris avoir heurté le fond de l'océan lors d'un exercice d'entraînement, mais il a récemment subi des refontes et des mises à niveau approfondies pour le remettre en état de combat. Il dispose maintenant de systèmes de sonar et de contrôle de tir modernes. La menace d'un sous-marin comme le Corner Brook force les ennemis à dépenser des quantités massives de ressources juste pour essayer de le trouver. C'est une dissuasion stratégique. Numéro 1. Et enfin, pour compléter notre compte à rebours, nous avons le HMCS Chicoutimi. C'est le sous-marin jumeau du Corner Brook et il a peut être l'histoire la plus dramatique de toute la flotte. Peu après que le Canada l'ait acquis, un incendie s'est déclaré à bord lors de sa traversée de l'Atlantique. C'était une tragédie, mais la façon dont la marine a ramené ce bateau à la vie est un témoignage de leur résilience. Aujourd'hui, le HMCS Chicoutimi est un prédateur pleinement opérationnel et mortel. Comme le Corner Brook, c'est un sous-marin de classe Victoria, mais il a repoussé les limites de ce que ces bateaux peuvent faire. En 2017, le Chicoutimi est parti en déploiement de 197 jours dans la région Asie-Pacifique. C'est près de 200 jours à opérer loin de chez soi, patrouillant dans certaines des eaux les plus fréquentées et les plus contestées du monde. Cette mission a prouvé que le Canada peut projeter une puissance sous-marine à l'échelle mondiale. Il utilise en quelque sorte une capacité de propulsion indépendante de l'air, s'appuyant sur ses énormes banques de batteries pour rester immergé pendant des jours à la fois. Il transporte 18 torpilles dans son magasin. L'équipage de 48 vit dans des quartiers exigus, partageant les couchettes et travaillant par quart pour maintenir cette machine en marche. Le Chicoutimi est le prédateur d'embuscade ultime. Il écoute, il regarde et il attend. Dans un conflit naval moderne, un sous-marin comme le Chicoutimi pourrait éliminer un navire amiral ennemi ou un porte-avions, changeant le cours d'une guerre avec un seul tir. C'est l'exemple parfait de pourquoi vous ne devriez jamais juger une marine juste parce que vous voyez en surface. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la Marine royale canadienne. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.